Donc dossier 3, on reçoit un patient à l'hôpital qui vient en HDT. À la demande donc l'HDT a été signé par sa petite amie. Initialement, apparemment, il avait été prévu une HO, et puis finalement, avec des négociations, etc., on est arrivé à faire une HDT à domicile. Voilà. Ce qui n'est pas forcément toujours une bonne chose, ce qui, encore une fois, c'est déjà vu dans la pratique. Donc, c'est un patient qui prend des toxiques et qui vient dans un contexte de trouble du comportement à domicile où il y a eu de la violence. Détaillez votre traitement de sevrage aux opiacés. C'est-à-dire que le patient vous dit qu'il est d'accord pour arrêter les toxiques et qu'il même il prend conscience que c'est mauvais pour lui et qu'il veut un sevrage. Qu'est-ce que vous prescrivez pour votre sevrage? Donc, ce qui est important généralement dans le sevrage, c'est qu'il est fait sous un mode contractuel. Alors là, on est en HDT, donc c'est un petit peu compliqué. Mais habituellement, un sevrage, c'est fait de manière contractuelle avec un contrat établi entre le patient et l'équipe de soins. Psychothérapie, dans ce contexte, de soutien, avec des attitudes empathiques, comme d'habitude dans la psychothérapie de soutien, essayer de poser le mot alliance thérapeutique, donc on travaille l'alliance thérapeutique avec le patient. Chimiothérapie, alors il faut mettre en place un traitement spécifique, en général dans un sevrage aux opiacés, pour lutter contre les signes de sevrage, la clonidine. C'est pas fait dans tous les services, mais ça devrait être fait. C'est un traitement qui doit être fait sous surveillance tensionnelle, donc qui demande une surveillance assez importante et qui, du coup, pour cela, certains services ne le font pas. En tout cas, on ne peut pas prescrire de clonidine sans la surveillance tensionnelle. Donc quand vous mettez clonidine, c'est avec surveillance tensionnelle. C'est comme quand vous mettez... quand vous traitez un palu, vous mettez systématiquement une surveillance glycémique et du glucose, etc. Là, c'est un réflexe clonidine, surveillance tensionnelle. Donc la clonidine a un effet sur l'agitation, l'instabilité, la lacrymation, la rhinorrhée, la transpiration, et peu ou pas d'effet sur l'insomnie et les myalgies. La posologie sera réduite progressivement à partir du 4e jour, 5e jour, jusqu'à l'arrêt au bout d'environ 8 jours. Donc il faut retenir, quand on a un sevrage alcoolique, les benzos, on les arrête au bout de 7 jours. C'est un mot-clé. La clonidine, on l'arrête aussi à peu près au bout de 8 jours dans un sevrage aux opiacés. Il faut penser dans le sevrage aux opiacés, au-delà du traitement spécifique, à un traitement symptomatique destiné à atténuer et si possible faire disparaître les symptômes du manque. Donc le traitement symptomatique va être à voir en fonction du tableau clinique et du patient, donc avec des antalgiques. Bien sûr, de préférence, bien sûr, des antalgiques type paracétamol et pas des antalgiques morphiniques, des spasmolytiques, des antinauséeux, des antidiarrhéiques, des sédatifs, en évitant les benzodiazépines. On va voir ça pourquoi. On va voir pourquoi dans la question suivante. Bien sûr, il faut faire une bonne hydratation, parce qu'avec les diarrhées qu'il peut y avoir, par exemple, le patient peut très rapidement se déshydrater. Les médicaments de substitution ne sont pas à proprement dit des traitements du sevrage, mais ils doivent être discutés dès cette étape avec le patient. C'est des outils de régulation de l'addiction et ils sont à prendre en compte quand même, à discuter. Donc moi, je n'ai pas coté de points, mais il faut en discuter dès ce moment-là. Bien entendu, le sevrage se conçoit dans le cadre de la prise en charge psychosociale, et donc il y aura une prise en charge sociale à faire chez ce patient qui présente des complications de ses conduites addictives du point de vue social. Bilan somatique, clinique et paraclinique. Bien sûr, traitement des complications associées. Les patients toxicomanes sont des patients qui sont à risque. Donc quand on envoie par exemple aux urgences, c'est des patients avec qui on devrait passer beaucoup plus de temps qu'avec les autres patients, parce que par définition, ils ont des risques sanitaires, des risques à prendre en compte et à évaluer. Et parfois, c'est vrai que quand ils arrivent dans un contexte comme ça de violence, ils peuvent générer chez les soignants des contre-transferts négatifs et parfois aussi une prise en charge qui ne serait pas optimale, alors qu'au contraire, il nécessite une très bonne prise en charge somatique. Dans ce traitement, donc le traitement que vous allez prescrire, vous allez opter pour un anxiolytique, pour la sédation. Quel sédatif choisissez-vous chez ce patient entre un antipsychotique sédatif et une benzodiazépine? Sur quels arguments? Donc là, il fallait réfléchir aussi, pourquoi plutôt l'un que l'autre. On va choisir l'antipsychotique à polarité sédative devant les éléments suivants. C'est que les benzodiazépines, elles peuvent être addictogènes, donc elles peuvent créer des addictions.
chez un patient qui a un profil addictif, ça peut être embêtant de lui prescrire un médicament dont il va pouvoir après peut-être devenir dépendant, donc lui rajouter une addiction supplémentaire. Ensuite, il faut voir que, par exemple, dans les phases de descente, il y a parfois des patients qui sont dépendants aux opiacés, qui s'automédiquent par des anxiolytiques, qui peuvent être par exemple des neuroleptiques, mais aussi des benzodiazépines pour diminuer les signes de manque. Donc devant cette automédication, il peut apparaître chez eux une tolérance. Donc c'est-à-dire que vous allez utiliser un médicament anxiolytique alors qu'il y a déjà une tolérance au médicament. Ceci dit, s'il y a une dépendance aux benzodiazépines, il va falloir diminuer la posologie des benzodiazépines progressivement. Donc en tout cas, il y a la notion de pharmacodépendance, de tolérance qu'il faut évoquer. Et ensuite, il faut prendre en compte les traits de personnalité qu'on vous donne dans l'observation, qui sont des types traits de personnalité antisociales, psychopathiques, qui prédisposent à des réactions de type paradoxal aux benzodiazépines. Donc il faut y aller prudemment avec les benzos. C'est pourquoi on privilégie les neuroleptiques. En tout cas, quand je dis neuroleptiques, il faut comprendre antipsychotiques maintenant. Type antipsychotique sédatif, avec par exemple l'aloxapine ou la siamémazine. Sachant que la siamémazine, le tertian, augmente le QT et que l'aloxapine l'augmenterait quand même de manière moins significative. Donc peut-être privilégier à ce moment-là l'aloxapine. Donc on revient sur la personnalité du patient avec une question classique. Quel type de personnalité semble se dégager? Donc d'après cet entretien, on évoque des traits de personnalité antisociales ou psychopathiques. Donc les éléments qui nous font dire ça, c'est le mépris et transgression des droits d'autrui, comme en témoignent les manifestations suivantes: incapacité à se conformer à des normes sociales, qui déterminent les comportements légaux avec la répétition de comportements répréhensibles, l'impulsivité, l'intolérance à la frustration, l'irritabilité, l'agressivité et la répétition des bagarres d'agression. Il y a une irresponsabilité persistante avec l'incapacité répétitive d'assumer un emploi stable, une vie qui est faite de ruptures, sans cesse. Il n'exprime pas de remords, il se met peu en question. Il y a un antécédent de troubles des conduites avant l'âge de 15 ans. On peut retrouver aussi à l'entretien un caractère séducteur, comme c'est dans les observations. Voilà. Alors là, c'est important maintenant de faire un petit point sur troubles de personnalité. Comment répondre à une question de troubles de personnalité? Un trouble de la personnalité, c'est un diagnostic qui n'est pas synchronique, c'est-à-dire ce n'est pas un diagnostic qu'on fait sur un examen. D'autant plus que quand vous voyez les patients dans un dossier aux ECN, c'est souvent des patients qui viennent dans une situation de crise. Ça ne va pas, il y a une crise suicidaire, il y a un épisode dépressif majeur. Donc dans ces moments-là, on ne parle pas du trait de la personnalité parce que finalement, l'épisode actuel vient finalement complètement en rupture avec la personnalité qui, elle, s'inscrit dans la continuité. Donc quand on parle de trouble de la personnalité, c'est en situation stable, sur plusieurs entretiens, quand on commence vraiment à connaître le patient, quand on commence vraiment à voir son fonctionnement, sa manière d'être au monde, la manière dont il vit les choses, dont il réagit. Donc on ne parle de trouble de la personnalité que de manière diachronique et pas synchronique. Donc, pour vos réponses à l'ENC, de manière simple, quand vous avez juste un entretien et qu'il y a des traits de personnalité qui émergent, parce que forcément, quand on a sa personnalité et quand on est psychiatre et qu'on connaît la psychiatrie, on dépiste un petit peu en un entretien rapidement le fonctionnement classique du patient. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à se faire une idée sur la personnalité. Mais on dit qu'il y a des traits de personnalité de tel type. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui me feraient dire que personnalité est plutôt de ce type-là. Il y a des traits de personnalité sans affirmer qu'il y a une personnalité pathologique. Maintenant, pour parler vraiment de personnalité pathologique, il va falloir le faire quand on a des éléments anamnestiques anciens, c'est-à-dire quand on a l'histoire du patient depuis par exemple 10 ans, on dit ça fait toujours, depuis 10 ans il réagit toujours de la même manière, depuis 10 ans il est toujours aussi méticuleux, aussi scrupuleux. Donc là on va pouvoir parler plutôt de trouble de la personnalité. Voilà, c'est un petit peu cette notion qu'il faut voir. Il faut aussi être très prudent, parce que c'est déjà tombé à l'ECN, on pose des questions sur la personnalité, c'est tombé même d'ailleurs 2 fois, chez un adolescent. La personnalité, normalement, on parle de trouble de la personnalité plutôt après l'adolescence. C'est-à-dire que l'adolescence est un moment où la personnalité est chamboulée, où tout bouge, un état finalement fluide, où on passe d'un pôle à l'autre. Il faut rester prudent au moment de l'adolescence.
Et au moment de l'enfance, tout peut changer. Après l'adolescence, les choses sont quand même beaucoup plus figées et chacun a sa personnalité qui va garder toute sa vie, quoi. Donc chez un adolescent, on parle aussi de traits de personnalité et on ne parle pas de trouble de la personnalité instauré et inamovible, en tout cas qui ne bougera pas. Voilà un petit peu ce qu'il fallait voir sur la question de personnalité, une question qui est récurrente et qui est déjà tombée 2 fois aux ECM, et notamment dans des dossiers chez des ados. Ok, le diagnostic différentiel à évoquer. Donc ça, c'est la conférence de consensus sur la prise en charge de la psychopathie. C'est pas une conférence de consensus qui est, on va dire, recommandée à étudier pour un étudiant qui travaille l'ECN. Elle est très technique, elle est destinée aux psychiatres. Cependant, il y a une chose à retenir, c'est qu'un diagnostic différentiel de personnalité psychopathique, ça va être l'éboïdophrénie, c'est-à-dire la forme de schizophrénie qui prédomine sur une dimension comportementale avec un comportement désorganisé et des conduites psychopathiques. Donc l'éboïdophrénie ou schizophrénie pseudo-psychopathique. Maintenant, discuter chez ce patient la pertinence de l'hospitalisation. Donc il y a une hésitation, on l'a vu à la maison, entre une HO ou une HDT. L'hospitalisation en HO aurait été peut-être plus pertinente devant les troubles à l'ordre public à domicile. Cependant, elle ne doit pas compromettre la démarche judiciaire et le rappel à la loi et n'empêche pas la famille de porter plainte. Par contre, la HDT, faite par sa petite amie, elle est discutable parce que, d'après les éléments qu'on a dans l'énoncé, la petite amie semble très, très influençable, elle lui fournit des toxiques et qu'elle pourrait éventuellement, si elle le demande, lever la mesure très rapidement, donc finalement pas avoir d'inscription dans les soins. En tout cas, l'hospitalisation ne se justifie que du fait des troubles du comportement et sera le moment d'aborder le problème de la dépendance. Une hospitalisation pour sevrage ne se conçoit que comme un élément du programme global qui doit s'inscrire dans le long terme. Donc le principal de l'hospitalisation de ce patient, en tout cas, ça va être de travailler la dimension d'alliance thérapeutique. Il va falloir aussi travailler avec lui la notion de dangerosité, bien entendu. Donc l'HDT est levé au bout de 7 jours, le patient sort, il consomme alors de nouveau des opiacés et vient vous revoir la semaine qui suit pour discuter de l'opportunité d'un traitement de substitution. Quels sont ces traitements? Expliquez-en les différences du point de vue pharmacodynamique et du point de vue de la prescription. Donc ce qu'il faut retenir pour vous, c'est qu'il existe 2 types de médicaments qu'on peut prescrire dans le traitement de substitution aux opiacés. Alors il y a la buprenorphine de haut dosage, qui a un agonisme partiel mu et un antagonisme kappa, donc ça c'est le côté pharmacodynamique. Elle peut être prescrite par tout médecin sur une ordonnance sécurisée, donc ça c'est très important quand vous faites un traitement de substitution aux opiacés, de penser que ce traitement est un traitement qui se prescrit sur ordonnance sécurisée, c'est très réglementé, pour une durée maximale de 28 jours et sera délivré tous les 7 jours. Les modalités de prescription de ces traitements, vous devez les connaître. Et le deuxième traitement à connaître, c'est la méthadone, agoniste morphinique mu, avec une première prescription qui est faite dans un centre spécialisé. Et on doit avoir un dosage urinaire pour être sûr, bien sûr, qu'il n'y a pas d'opiacé, que le patient n'a pas pris d'opiacé, parce que le problème de la méthadone, en tant qu'agoniste, c'est qu'elle peut induire des overdoses et induire des situations assez graves. Donc il faut être sûr que le patient n'a pas pris en plus de l'héroïne. La buprenorphine, elle, avec son action agoniste partielle, par contre, peut induire des syndromes de sevrage. C'est un patient qui est sous héroïne, vous donnez ça, comme il y a une action agoniste partielle, il va rentrer en compétition avec l'opiacé et il va diminuer l'efficacité de l'opiacé et peut entraîner un syndrome de sevrage. Voilà, donc première prescription faite en tout cas pour la méthadone dans un centre spécialisé, et ensuite les prescriptions peuvent être renouvelées en ville. Quel est le but d'un tel traitement? Donc là c'est un peu la question sur la toxicomanie de santé publique. Ces traitements ont permis en fait de réduire les complications liées à l'utilisation de l'héroïne. Donc comme pour le sevrage d'ailleurs, les objectifs de son traitement sont les suivants. La prise en charge vise à aboutir à l'amélioration de l'état de santé, de l'insertion sociale et une réduction des consommations problématiques d'opiacés. Il faut aussi penser à une diminution des risques associés. L'objectif est d'aider le patient à retrouver une autonomie
aussi bien physique que psychique. À cet objectif individuel, c'est-à-dire que ça, ce qu'on a évoqué, c'était les bienfaits pour le patient, mais il y a aussi un objectif réel en termes de santé publique, c'est-à-dire de diminuer la prévalence d'infections qui sont transmissibles à cause des seringues, par exemple, comme les infections virales, et aussi pour réduire le coût social des addictions, donc des complications des addictions. On remarque d'ailleurs que la mise à disposition de seringues à usage unique, plus que de traitement de substitution, a permis de réduire les risques liés à l'injection. Ça, c'est une question de santé publique qui peut tomber à l'ECN, et c'est une question de culture générale que vous devez avoir tous en tant que médecin pour parler éventuellement de ces traitements qui, parfois, dans la population générale, peuvent paraître un peu compliqués à comprendre du point de vue thérapeutique, et qu'il faut savoir quand même argumenter, et savoir argumenter les bienfaits qu'on a apportés avec ces traitements. Ok.